Bonjour à tous, cette vidéo constitue la dernière partie du cours sur les séries. Elle traite de ce qu'on appelle les séries absolument convergentes. Alors, point numéro 5 donc, dans le polycopier que l'on suit, est d'abord un point technique, partie positive et négative d'une suite. On va voir comment on découpe une suite de réels en deux suites de réels positifs. Alors, la définition, la voilà. Soit U, une suite de réels. U, c'est la suite des UN. U est donc dans R exposant N. On définit les suites U+, et U-. U+, bien sûr, c'est la suite des U plus N. Il faut définir les U plus N. Et pour définir U-, il faut définir les U-N. Quand N appartient à grand N. Alors, on définit donc les suites U+, et U-, en définissant leurs termes U plus N et U-N. Alors, pour tout N, U plus N, c'est le max de l'ensemble contenant UN et 0. C'est-à-dire, et plus explicitement, c'est UN si UN est positif et 0 si UN est négatif. Puisque dans ce cas-là, le max de UN et de 0, c'est 0. De même pour tout N appartenant à grand N, non pas de même justement, mais UN- c'est le max, lui, de moins N et 0. Autrement dit, si UN est négatif, le max c'est moins UN, donc c'est moins UN si UN est négatif. En revanche, si UN est positif, le max de ces deux réels c'est 0, donc c'est 0. Conclusion, UN+, c'est UN quand UN est positif, 0 sinon. UN- c'est moins UN quand UN est négatif. Et 0 sinon. J'ai fait un petit schéma ici où j'ai représenté sur un axe N de 0 à quelques 5 ou 6 et des valeurs ici représentées par l'ordonnée des points. Alors, UN, l'ordonnée des points noirs, on va donc dire que UN+, regardez, hop, correspond à l'ordonnée des points rouges. Tac, tac, tac. En revanche, UN- correspond à l'ordonnée des points verts. Alors attention, si UN est négatif, vous voyez que UN-, hop, c'est comme ça. Ici, là, donc, hop. Ici, là, ici, ici. Et à chaque fois que UN est positif, UN-, c'est 0. Donc par exemple ici c'est 0, en fait c'est partout ailleurs. 0, 0, ici 0, là j'ai écrit tac tac. Voilà. Alors, quels sont les liens entre UN+, et UN-? Et on le voit peut-être pas très bien sur ce schéma, mais UN c'est UN+, moins UN-. UN+, moins UN-. Regardez à chaque fois là, il faut envisager deux cas, si UN est négatif ou positif. J'écris ça et d'autres propriétés dans le tableau suivant. Avant de poursuivre du vocabulaire, donc U+, la suite des UN+, on dit que c'est la partie positive de U. Et U-, la suite des U-N, c'est la partie négative. Alors, avec ces notations, on a les propriétés suivantes. Pour tout N appartenant à N, donc UN+ et UN- sont positifs. Ça, c'est clair, puisque c'est à chaque fois... ici, UN+, le maximum de UN est de 0. Donc, à chaque fois, c'est le maximum d'un élément d'un ensemble qui contient 0. Donc c'est forcément plus grand que 0. UN+ et UN- sont positifs. Alors la relation que vous annoncez, c'est celle-là. Là. UN, c'est UN+, U plus N moins U- N. Il y a deux cas. Si U est positif, UN, c'est U plus N. Et U- N, c'est 0. Si U est négatif, c'est U plus N qui est nul, et U- N vaut moins UN. Donc, c'est bien l'égalité UN égale moins U-N. Une autre propriété, la valeur absolue de UN, c'est U plus N plus U-N. Alors, là aussi, faisons deux cas. Si UN est positif, la valeur absolue de UN, c'est UN.
U plus n, c'est un, et ça c'est 0. Donc ça marche. Si un est négatif, la valeur absolue de un c'est moins un, mais U plus n égale 0, et U moins n c'est justement moins un. Donc voilà. D'autre part, U plus n et U moins n sont tous les deux plus petits que la valeur absolue de un. Alors tout simplement parce que, regardez, celui-là, c'est la valeur absolue de un moins U moins n qui est un nombre négatif. Enfin, ça étant positif, ça c'est plus petit que ça. Idem, ça étant positif, ça c'est plus petit que cela. Autrement dit, j'ai dit 1 et 2 et 3 pardon, sont clairs. Pour 2, on a vu que on a considéré les cas un positif et un négatif pour régler la situation, enfin pour montrer les deux égalités. Une petite remarque, si on combine les deux égalités de 2, vous voyez qu'on peut écrire un plus en faisant la somme. Donc ici c'est 1 demi de, si vous faites la somme. Ici c'est valeur absolue de un plus un. Et un moins, vous faites la différence. Ça moins ça, il vient 1 demi de la valeur absolue de un moins un, c'est une autre définition de U plus n et U moins n. Bon. Alors, ceci, c'était juste une introduction technique destinée à faire la preuve que la convergence absolue implique la convergence. Alors, qu'est-ce que c'est que la convergence absolue d'une série? Ici, on revient au cas où U est une suite à terme soit réelle, soit complexe. Autrement dit, dans U est un élément de K exposant n, où K c'est R ou C. Alors la définition est la suivante. On dit que la série de termes général UN, ou ce que j'écris en abrégé, la série des UN converge absolument si et seulement si la série des valeurs absolues de UN si c'est un réel, ou de modules de UN si c'est un complexe, converge. Alors, donc, c'est ça la définition. Alors, bon, absolument, on pense souvent à valeur absolue. Pensez à adapter quand U est une suite complexe. Les barres ici désignent le module. Alors, une remarque. En revanche, la série des modules de UN, ça c'est une série à terme réel positif. Le module d'un complexe est un réel positif. À terme réel positif. Autrement dit, cette série-là, on peut lui appliquer tous les critères qu'on a vus dans le point précédent, le cours précédent, sur les séries à terme positif. Alors, je fais un petit point sur les séries complexes, justement, et puis on en arrivera à la preuve du résultat principal, c'est que si une série converge absolument, alors elle converge. Donc avant de poursuivre, un petit point sur les séries complexes, c'est la notion d'absolue convergence pour celle-ci. On prend cette fois U, une suite, la suite des UN dans C exposant n, donc UN est un complexe. Alors, on sait déjà voir le cours sur la convergence, le cours numéro 1, que la série des UN converge, si et seulement si les séries à terme réel, série des parties réelles de UN et série des parties imaginaires de UN convergent. D'ailleurs, cette série, c'est celle-là plus I fois celle-là. Il faut considérer la suite des sommes partielles pour dire cela. Alors, on a de plus la propriété suivante. La série des UN converge absolument si et seulement si les séries de ces parties réelles et imaginaires convergent absolument. Alors, on va pour cela rappeler quelques inégalités valables pour les modules. Pour grand Z égale X plus Y, où X et Y sont des réels, je vous rappelle que l'inégalité triangulaire donne module de grand Z plus petit que module, enfin valeur absolue grand X, puisque grand X est un réel, plus module de Y, mais le module de Y, c'est la valeur absolue de Y. Donc le module de Z est plus petit que valeur absolue de X plus valeur absolue de Y.
Si on utilise ça pour z égale un, ça fait module de un plus petit que valeur absolue de partie réelle de un plus valeur absolue de partie imaginaire de un. Alors, regardez, supposons que ces deux séries-là convergent absolument. La série des valeurs absolues de partie réelle de un converge. Et la série des valeurs absolues de partie imaginaire de un converge. Donc la somme de ces deux séries converge. Mais ça, c'est des termes réels positifs. Donc la série des modules de un converge aussi. Donc la convergence absolue de ces deux séries implique la convergence absolue de celle-là. Réciproquement, je reviens avec mon écriture z égale x plus y. Vous savez que le module de z, c'est la racine de x carré plus y carré, que la valeur absolue de x, c'est la racine de x carré, qui est donc plus petit que la racine de x carré plus y carré, qui vaut module de z. Et de même, la valeur absolue de y est plus petit que le module de z. Autrement dit, si on applique ça avec z égale un, la valeur absolue de la partie réelle de un est plus petite que le module de un. La valeur absolue de la partie imaginaire de un est plus petite que le module de un. Si on suppose que la série des un converge absolument, alors la série à terme positif des modules de un convergent. Et donc les deux séries à terme positif qui sont là, valeur absolue de partie réelle de un et valeur absolue de partie imaginaire de un, les séries de termes généraux, ces deux objets, convergent. Autrement dit, la convergence absolue de la série des un implique la convergence absolue de la série de ces parties réelles et parties imaginaires. Voilà pour les séries complexes. Alors, passons à la propriété importante, qui est le lien entre la convergence absolue et la convergence. L'une implique l'autre. Alors, avant de passer à la proposition au théorème que je viens de citer, encore une que j'avais oublié de vous citer, la propriété concernant la convergence absolue et les opérations, en tout cas la somme et la multiplication par un scalaire. Soit U et V de suite à terme dans grand K, si la série des UN et la série des VN convergent absolument, alors pour lambda mu de scalaire, la série des lambda UN plus mu fois Vn, bon je vous rappelle que ça c'est lambda fois la série des UN plus mu fois la série des Vn, au sens de l'égalité de deux suites, la suite des sommes partielles. Alors, je répète, si la série des UN et la série des Vn convergent absolument, la série des lambda UN plus mu fois Vn, ou la combinaison linéaire de ces deux séries par lambda et mu, converge également absolument. Alors, vous savez, on a déjà vu que si on enlève absolu, c'est vrai, si la série des UN et la série des Vn convergent, la série cette série-là converge, et elle est égale à celle-ci. Alors pourquoi l'absolue convergence des deux premières implique l'absolue convergence de la deuxième? Tout simplement à cause de l'inégalité triangulaire. Regardez, pour n appartenant à la grande N. Là, on va raisonner en module, puisqu'on ne sait pas si c'est valeur absolue dans R ou module dans C. Disons module, c'est valable pour les deux. Le module de lambda un plus mu fois Vn est plus petit que module de lambda fois module de un. On coupe d'abord en deux, c'est module de lambda un plus module de mu fois Vn, et le module de lambda un, c'est module de lambda fois module de un. De même, le module de mu fois Vn, c'est module de mu fois module de Vn. Alors, regardons, si ces deux séries-là, les termes généraux un et Vn convergent absolument, ça veut dire que la série des modules de un converge. Et la série des modules de Vn converge. Donc la série des modules de lambda fois module de un converge. La série des modules de mu fois module de un converge. Les séries des termes généraux, ça et ça, convergent. Donc la somme converge aussi. Mais tout ça, c'est des inégalités entre réels positifs. Donc la série de termes généraux qui est là, converge. Et ça veut dire que celle-ci converge absolument. Voilà, alors passons décidément au théorème important, convergence d'une série absolument convergente. On prend à nouveau U, une suite d'éléments de K.
Si la série des UN converge absolument, je vous ai rappelé ici ce que ça veut dire. Ça veut dire que la série des modules de UN converge, alors la série des UN converge. On dit ça, enfin on exprime ça en disant que la convergence absolue implique la convergence. Alors la réciproque est fausse, on verra des exemples tout de suite, mais d'abord prouvons ceci. Alors faisons la preuve. On suppose que la série de termes général module de UN converge, c'est-à-dire que la série de termes général UN converge absolument. Mettons-nous d'abord dans le cas où on a affaire à une série réelle, K égale R, pour tout n appartenant à grand N, UN est un réel. C'est là qu'on va utiliser la partie positive et la partie négative, U plus et U moins. Je vous rappelle que pour n appartenant à grand N, on a UN égale U plus N moins U moins N. D'autre part, U plus N est un réel positif qui est plus petit que la valeur absolue de UN. Et d'autre part, U moins N est un réel positif, lui aussi, qui est plus petit que la valeur absolue de UN. Alors regardez ici, les critères de comparaison sur la série à termes positifs nous assurent que puisque la série des valeurs absolues de UN, ici on peut dire valeur absolue, on est dans rien, la série des valeurs absolues de UN converge, la série de termes général U plus N et la série de termes général U moins N, attention j'ai mis le plus en bas, ces deux-là convergent. Le critère de comparaison sur les séries à termes positifs permet de conclure. Donc les séries de termes général U plus N et U moins N convergent. Toutes les deux. Oui, mais alors, la série des UN converge aussi. Pourquoi? Parce que cette série, c'est UN étant ça plus U plus N moins U1 moins un N. Et la série des UN, c'est la série des U plus N moins la série des U moins N. Donc, série des UN égale série des U plus N moins série des U moins N. Quand j'écris série égale, il faut se référer à une égalité entre suite, la suite des sommes partielles. Voilà donc pour une série réelle, l'absolue convergence implique la convergence. Une remarque d'ailleurs, ça converge vers quoi? Vers la somme des U plus moins la somme des U moins 1. Ici, si vous voulez écrire ça avec des k égale 0 à plus l'infini, vous voyez que la somme de la série des UN, c'est la somme de la série des U plus N moins la somme de la série des U moins N. Mais ces deux objets-là existent, ce sont des réels. Leur différence est dans R. Alors, dans le deuxième cas, cette fois, notre corps, c'est C, pour tout n UN est dans C. Alors, l'hypothèse, maintenant, devient la série des modules de UN convergent. Alors, on a vu dans une proposition précédente que cela assure que la série des valeurs absolues de parties réelles et la série des valeurs absolues de parties imaginaires de UN convergent toutes les deux. Oui, mais d'après 1, ici, si la série des valeurs absolues de parties réelles de UN converge, ça veut dire que la série des parties réelles de UN converge absolument. Mais si elles convergent absolument, elles convergent. Donc la série des parties réelles de UN converge. De même, la série des parties imaginaires de UN converge. Donc convergent toutes les deux. Oui, mais alors, la série des UN converge. Pourquoi? Là encore, pour des propriétés d'opération, la série des UN, c'est la série des parties réelles de UN plus I fois la série des parties imaginaires de UN. Voilà. Alors, une remarque, là encore, mais ça on l'avait déjà dit, vers quoi ça converge? Vers la somme de cette série plus I fois la somme de celle-là. Celle-là étant décomposable en la somme de sa partie positive moins la somme de sa partie négative, idem pour celle-là.
Donc vous voyez comme souvent hein, l'étude d'une suite complexe, puisqu'en fait hein, une série c'est une suite au sens où c'est la suite des sommes partielles. L'étude d'une suite complexe c'est ramené à l'étude de deux suites réelles. Donc voilà qui nous permet de terminer cette preuve. Alors on va donner deux exemples d'application et puis quelques contre-exemples. Alors voilà deux exemples d'application de notre propriété et deux exemples où il faudra faire attention de ne pas appliquer sa réciproque. Alors dans l'exemple 4 du polycopié, on prend un qui est le logarithme de 1 plus moins 1 exposant n-1 sur n carré. Vous voyez que la quantité qui est là tend vers 0 quand n tend vers l'infini, donc on peut écrire un équivaut à moins 1 exposant n-1 sur n carré. Mais faites attention, cette équivalence a lieu entre deux quantités qui changent de signe. Cette quantité change de signe là. Si deux séries à termes positifs ont des termes généraux équivalents, alors elles sont de même nature. Mais ce n'est pas le cas, on le verra dans les attentions numéro 3 qui nous attendent, de séries à termes qui changent de signe. Donc ça ne permet pas de conclure. En revanche, si ça c'est vrai en passant en valeur absolue, je vous rappelle que ça veut dire égale cette quantité égale celle-là fois une suite qui tend vers 1. La valeur absolue de cette suite tend vers 1, donc la valeur absolue de n équivaut à 1 sur n carré. Et ça permet de conclure. Parce que la série des valeurs absolues de un converge, celle-là. Pourquoi? Parce que cette fois on a une équivalence entre termes positifs. La série des 1 sur n carré converge, ça c'est une série de Riemann, et donc la série des valeurs absolues de un converge. Donc la série des un aussi, grâce à notre propriété. Donc la série des un converge. Un deuxième exemple que je prends, un c'est la série des sinus n sur n exposant 3 demi plus cosinus n. Alors essayons de voir justement si elle est absolument convergente. Pour ça, on prend la valeur absolue de un. Attention, ici c'est pas un, hein, c'est 2. 2 c'est... Ça c'est un, ça. Excusez-moi. Ici ça c'est un. Donc la valeur absolue de n est plus petite que n exposant 3 demi plus cosinus, hein, tout simplement parce que la valeur absolue de un, ici, la valeur absolue de sinus n est plus petite que 1. Et cette quantité là, 1 sur n exposant 3 demi plus cosinus de n équivaut à 1 sur n exposant 3 demi quand n tend vers l'infini. Donc ici cette quantité, alors là encore pareil, hein, une équivalence entre deux termes dont l'un est positif, donc l'autre va l'être pour n assez grand. La série des 1 sur 3 du n exposant 3 demi, pardon, là aussi c'est une série de Riemann qui converge. Celle-là, la série des 1 sur n exposant 3 demi plus cosinus n converge. Mais si c'est la série de termes générales à droite converge, la série de termes générales à gauche converge. Donc la série des un entre valeur absolue de un converge, c'est-à-dire que la série des un est uniformément convergente et de même on conclut à la série des un converge. Alors, attention, il faut faire attention. Regardez par exemple les deux séries qui sont là. La série des moins 1 exposant n-1 sur n et des moins 1 exposant n-1 sur racine de. On met souvent le moins 1 exposant n-1 pour que le premier terme, donc pour n égale 1, ça fasse plus, moins. Alors justement, plus, moins une quantité qui est 1 sur n, et là, plus, moins une quantité qui est 1 sur racine de n. On a vu ça dans un exercice, ça s'appelle des séries alternées. Ici, c'est l'exercice avec ce qui s'appelait un égale 1 sur n, et là, un égale 1 sur racine de n, qui sont des quantités positives décroissantes qui tendent vers 0. On peut appliquer à ces deux séries
ce qu'on appelle le critère spécial. Alors attention, le critère spécial, il donne la convergence, mais il ne donne pas la valeur. Je vous invite par contre à regarder l'exercice 5. Bon, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans le chapitre sur les suites. La somme pour k égale 1 jusqu'à plus l'infini des moins 1 exposant k moins 1 sur k. On appelle ça la somme de la série harmonique alternée. Ça fait logarithme de 2. Non, ce que je veux vous dire, c'est que en revanche, si on prend la série des valeurs absolues de ces termes, pour la première, c'est la série des 1 sur n, et pour la deuxième, hop, moins 1 exposant n-1 ici, moins 1 exposant n-1 sur racine de n. Ça, c'est la série des 1 sur racine de n, mais toutes deux, là, la série des 1 sur n et la série des 1 sur racine de n, elles divergent. Autrement dit, ces séries qui sont là, convergent, mais ne convergent pas absolument. On dit qu'elles sont semi-convergentes. Donc, je répète, convergent, mais pas absolument. La série des valeurs absolues diverge. Un autre exemple, peut-être un peu plus complexe que les séries alternées, c'est la série des sinus n sur n. Alors, la série des sinus n sur n, elle converge. On le verra dans l'exercice 8 qu'on fera en TD. Mais la série des valeurs absolues de sinus n sur n, bon, vous voyez que c'est les valeurs absolues de n, c'est n, donc ça c'est la série des valeurs absolues du terme général de celle-ci. Celle-là, elle diverge. Donc ça aussi, c'est une série qu'on appelle semi-convergente. Pour voir cela, comme sinus est plus petit que 1, sinus carré est plus petit que valeur absolue de sinus, donc on a une minoration. Valeur absolue de sinus n sur n, c'est plus grand que sinus carré n sur n. Sinus carré, c'est 1 moins cosinus 2n sur 2. Donc ici, ça fait 1 sur 2n moins cosinus 2n. À l'aide de l'exercice 8, on verra que la série de termes général cosinus 2n sur 2n, ça converge. Ça, vous voyez qu'elle diverge. Donc celle-là, elle diverge aussi. Ça tend vers plus l'infini. La série, les sommes partielles associées, là, ça tend vers une limite finie. Là, ça tend vers l'infini. Donc, ça aussi. Bon, celle-là, cet exemple est un peu plus complexe que les précédents, là-haut. On verra donc dans l'exercice 8 comment s'en débrouiller, mais retenez que cette série-là converge, mais ne converge pas absolument. C'est une série semi-convergente. Alors, une inégalité pour finir, et un attention numéro 3 pour les équivalences encore une fois. J'ajoute donc un attention numéro 3, attention aux équivalences quand les termes généraux ne sont pas positifs. On pose un égale moins 1 exposant n-1 sur racine de n. On vient de le voir, un est le terme général d'une série alternée. Donc la série des un converge. On considère deux problèmes qui vont se poser, l'un extrait de l'exemple 6 du poly et l'autre extrait de notre exercice 9 de la feuille de TD. Alors, dans le premier point, on pose Vn égale moins 1 exposant n-1 sur racine de n plus moins 1 exposant n-1. Au dénominateur, c'est évidemment racine de n qui est prépondérant. On a donc Vn équivalent à un quand n tend vers l'infini. Vous voyez ça, cette équivalence, c'est là où je voulais en venir. Attention, elle a lieu entre deux termes dont l'un, un, n'arrête pas de changer de signe. Alors, voyons si la série des Vn est de même nature que la série des un. On factorise moins 1 exposant n-1 au numérateur et racine de n au dénominateur pour obtenir 1 sur 1 plus moins 1 exposant n-1 sur racine de n. Ça, c'est de la forme 1 sur 1 plus hn, disons, avec hn tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors, on peut utiliser le développement limité suivant, qu'on connaît bien. 1 sur 1 plus h, c'est 1 moins h plus h carré plus petit o de h carré quand h tend vers 0. Alors, ce qui est pratique avec les séries, c'est la notation grand O. Je vous explique ici, ça, ces deux termes, h carré plus petit o de h carré, ça équivaut à h carré. Ceci dit, s'il y avait 3 h carré ou 4 h carré, ça équivaut à constante h carré. Donc, c'est un grand O de h carré. Grand O, je vous rappelle, ça veut dire valeur absolue plus petit que constante fois ce qui est là. Bon, pour h suffisamment petit, attention ici j'ai mis u, c'est bien sûr h.
On combine avec Hn, on remplace H par Hn, et on obtient donc Vn égale moins 1 exposant n-1 sur racine de n, facteur de 1, moins cette quantité-là, moins Hn, plus donc grand taux de Hn carré. Mais vous voyez qu'un grand Hn carré, alors dans les grands taux, les moins, etc. ne comptent pas, parce que c'est la valeur absolue qui est utilisée dans le grand taux. Donc c'est grand taux de 1 sur racine de n fois 1 sur racine de n. Et ça, c'est grand taux de 1 sur n. Alors, quand on développe, ensuite, on a Vn égale, donc on redéveloppe, ici on retrouve Un. Là, il va venir, alors, après moins 1 exposant n moins 1, va se compenser avec celui-là, ça va faire plus, mais il reste un moins ici. Racine de n au carré, ça fait moins 1 sur n. Et alors, plus delta n c'est quoi? C'est cette quantité-là fois grand taux de 1 sur n. Mais vous voyez, cette quantité est déjà un grand taux de 1 sur racine de n. Multiplié par un grand taux de 1 sur n, ça va faire un grand taux de n racine de n. Une petite remarque, si vous avez un ou hn égale grand taux de 1 sur n, vous avez ANHN qui est un grand taux de valeur absolue de AN fois 1 sur n. Bon, ça marche pour BN. Si ici j'ai HN qui est un petit taux de BN, un grand taux d'une suite que j'appelle de BN. Ici, on met toujours dans les grands taux, on met des positifs. Ici, hop, quand n tend vers l'infini, vous avez un grand taux quand n tend vers l'infini de valeur absolue de n fois Bn. Autrement dit, ça fois ça, c'est ça, un grand taux de 1 sur n racine de n. Remarquez qu'on peut aussi mettre ici des valeurs absolues, c'est pareil, on peut le mettre ou ne pas le mettre, puisque dans le grand taux, il y a dans la définition valeur absolue plus petit que constante fois ça pour n assez grand. Alors ceci nous dit quoi? Que la série des delta n converge. Elle converge même absolument, puisque c'est vrai pour les valeurs absolues. Et la série des 1 sur n racine de n converge. Ça c'est n exposant 3 demi au dénominateur, et 3 demi c'est alpha strictement plus grand que 1. Donc la série des delta n converge. On sait que la série des un converge. Mais comme la série des 1 sur n diverge, la série des Vn diverge. Si vous réfléchissez aux sommes partielles, là elle tend vers une limite finie, là vers une limite finie, et là vers une limite infinie. Donc la série des sommes partielles associées à Vn tend vers une limite infinie. Bon, ou alors, à l'envers, si c'était une série convergente, on aurait moins 1 sur n égale Vn moins Un moins delta n, et la série des moins 1 sur n serait convergente, puisque somme de 3 séries convergentes, ce qui est faux. Donc, la série des Vn diverge. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la série des Un converge, alors que la série des Vn diverge, bien que Vn soit équivalent à Un. Un autre point dans la même situation, j'appelle Wn le log de 1 plus Un. Comme Un tend vers 0, on a Wn équivaut à Un quand n tend vers l'infini. Mais même problème, Un n'arrête pas de changer de signe. Alors, voir l'exercice 9, on montre que la série des Wn, c'est-à-dire la série des logs de 1 plus moins 1 exposant n sur racine de n, diverge. Autrement dit, vous voyez que c'est la même situation. Wn équivaut à Un, la série des Un converge, mais la série des Wn diverge. Celle-ci, là, hop, elle diverge. Donc, attention. Bon, donc ce tableau est fait pour dire attention. Il contient aussi des éléments utiles sur l'utilisation des grands taux. Vous voyez que grand taux d'une quantité qui, par exemple, en 1 sur n exposant alpha avec alpha supérieur ou égal, strictement supérieur à 1, ça donne l'absolue convergence. Parce qu'on peut mettre ou non les valeurs absolues. Et donc, la convergence, puisque l'absolue convergence implique la convergence. Voilà, il nous reste une inégalité à écrire pour terminer cette partie de cours. Pour terminer cette partie de cours et ce cours sur les séries, donc un petit complément
ce qu'on pourrait appeler une inégalité triangulaire généralisée. Alors, proposition soit U la suite des UN, terme dans K, donc U est dans K exposant N. Si la série des UN converge absolument, alors pour P appartenant à N, j'aurais pu écrire N plus 1 pour dire les restes, mais bon, c'est où que l'on commence, la somme pour K égale P jusqu'à plus l'infini des UK en valeur absolue est inférieure à la somme pour K égale P jusqu'à plus l'infini. Alors attention, j'ai dit valeur absolue ou module, hein, puisque ici c'est valable à la fois pour C ou R. Donc, module de la somme jusqu'à plus l'infini, plus petit que somme des modules jusqu'à plus l'infini. Une remarque avant de faire la preuve, ceci a un sens. En effet, si la série des UN converge absolument, la série des valeurs absolues de UN converge. Donc ça existe. D'accord ? Et d'autre part, la série des UN converge, puisque l'absolue convergence implique la convergence. Donc à l'intérieur du module, là, à gauche, ça existe aussi. Ça, c'est la somme. Alors, c'est en fait, bon, le reste d'ordre P-1 si vous voulez, mais si on commence à P, c'est la somme de la série des UN. Et là, c'est la somme de la série des modules de UN, pardon. Alors, justement, la preuve, donc, on a supposé qu'il y avait convergence absolue, donc il y a convergence de la série des modules de UN et de la série des UN. Maintenant, si on prend P et temporairement un grand N appartenant à N carré, avec P inférieur ou égal à N, on a la vraie inégalité triangulaire, à savoir que le module de la somme pour K égale P jusqu'à grand N, c'est plus petit que la somme pour K égale P jusqu'à grand N des modules de UK. Alors, en passant aux limites, mais encore une fois, quand on dit en passant aux limites, il faut dire qu'elles existent. Pourquoi cette limite ici existe? Parce que la série des modules de UN converge. Pourquoi à l'intérieur de la valeur absolue, la limite existe et donc la limite de la valeur de module. À l'intérieur du module, la limite existe, donc la limite du module existe, parce que la série des UN converge. Qui existe. Tac, on a l'inégalité voulue. On a l'inégalité voulue, j'écris ça là. Alors, voilà, ça donne par exemple des majorations. Hein, si on prend UN égale exponentielle IN sur N carré, bon, vous voyez que le module de IN c'est 1 sur N carré, et la série des 1 sur N carré converge, hein, c'est une série de Riemann. Donc là, c'est le terme général d'une série absolument convergente. Eh bien, le module de sa somme sera inférieur à la somme de la série de ses modules, c'est-à-dire la somme des 1 sur N carré, qui vaut pi carré sur 6. Alors, on ne sait pas trop bien ce que cela vaut, ça, hein, mais on sait en tout cas que son module sera plus petit que pi carré sur 6. Bon, voilà qui termine notre cours sur les séries. Il y a pas mal d'exercices qui restent à faire dans les TD. Ça va nous occuper un moment avant de passer au chapitre suivant sur les déterminants. À bientôt pour les exercices donc.